Personne ne réagit. Hein? C'est parce qu'il n'y a pas eu de chalutage. C'est que, bon, c'est avant tout un navire de pêche. C'est un navire de pêche qui est désigné sous le nom de cordier. Il va être construit à 50 exemplaires de 55 à 60. Mais on se rend compte lors des essais que c'est pas très bon pour le chalutage parce que le moteur est pas assez fort. Fait qu'on va abandonner complètement cette option-là. Alors, le truck qu'on a vu tout à l'heure, on va l'enlever sur les Gaspésiennes, puis on va s'en passer. Alors, la palanque, je n'apprends rien à personne ici aujourd'hui. Hein, c'est des lignes de fond avec des hameçons. Avant, il fallait les sortir à bras. Maintenant, on peut les sortir avec un petit guindeau sur le pont du bateau. Alors, il y a 50 unités qui ont été construites. La première a été lancée en 1955. 6 ont été construites en 1956. 8 en 1957. 13 en 1958. Ça, c'est parce que la popularité grandissait, puis à partir de cette série-là, ça a été beaucoup plus en demande après les premiers essais. 16 en 1959, puis 6 en 1960. Ce qui fait 50 unités construites en l'espace de 5 ans. 2 chantiers se sont partagés la construction des Gaspésiennes, le chantier des Vibradeurs à Lévis, puis le chantier ici à Sandy Beach Building de Gaspé. Chaque bateau prenait environ 3500 heures à construire. Ça peut être 3400, 3600. J'ai fait une moyenne de 3500 heures par navire pour construire une Gaspésienne. Davy à Lévis en a construit 47. Ce qui est intéressant pour le chantier Davy, AC Davy à Lévis, c'est un chantier qui, il construit ça sur le plan de halage dans le hangar en arrière, ici. C'est un chantier qui existe depuis 1829-1830. C'est un des premiers chantiers maritimes de la région de Québec qui s'est doté d'un plan de halage pour sortir les navires de l'eau pour l'inspection et la réparation des navires dès 1830. C'était le seul moyen qu'on avait de sortir les bateaux de l'eau pour les inspecter puis les réparer. Juste une anecdote en passant ici. Là, on est à Lévis en 1909. Puis on est sur le plan de halage ici, le slip, là, le traîneau est là. Ici, le hangar, c'est le hangar du treuil pour tirer le traîneau. Je ne sais pas si vous remarquez, dans le toit, le toit est cassé. Le toit, il y a un trou dedans. N'as-tu qui savent à quoi ça peut servir? Oui. C'est que les navires à voile qui ont des grands beauprés, si on veut les monter très haut sur le slip, sur le plan de halage, le beaupré va obstruer ça va être obstruant sur le toit du bâtiment. Alors, on a percé une trace dans le toit du bâtiment pour pouvoir donner l'accès au beaupré puis à la martingale qui supporte le beaupré en dessous. Alors, on pouvait hisser beaucoup plus haut sur le plan de halage puis laisser l'espace en arrière. En passant, ça, c'est une golette pilote du Saint-Laurent. Alors, Davy, lui, va se spécialiser dans la réparation navale puis le sauvetage. Alors, il n'a pas beaucoup construit durant ses années d'opération de 1830 jusqu'à 1950-55, parce que lui, il allait chercher des épaves ou des bateaux en difficulté dans le fleuve Saint-Laurent, il les amenait au chantier, puis il les réparait, puis il les revendait. Il s'était doté de 2 remorqueurs, celui-là qui est là, puis une golette qui traînait les équipements, les pompes, puis tout ça pour le travail de sauvetage. Il bénéficiait aussi d'une caleçage flottante. C'est une genre de boîte à chaussures qu'on va glisser sous le bateau, puis on va pomper l'eau, puis on va sortir l'eau, on va sortir le bateau de là. Alors, ça, c'est la caleçage flottante qu'il y avait au début du 20e siècle. Mais aussi, ça, c'est pas la sienne, mais c'est une semblable. Au 19e siècle, il y avait une caleçage flottante comme ça pour sortir le navire de l'eau, les 3 mois qui venaient dans la porte de Québec pour les réparations, inspections et autres. Alors, la construction des Gaspésiennes pour le chantier de Lévis, c'était un peu... Il renoue un peu avec la tradition de construction navale parce qu'il n'a pas beaucoup construit durant la période du 19e, début 20e siècle. C'était surtout pour des réparations et des hivernements. Alors, justement, on voit ici, là, le beaupré, puis tout le câblage, les étais qui supportent le beaupré. Alors, c'est pour cette raison-là qu'on avait coupé le toit du bâtiment. Puis aussi, c'est un chantier qui se spécialise dans l'hivernement des navires. Alors, l'hiver, on met les navires au sec sur le chantier avec le plan incliné, puis les plans latérales. Ça, c'est justement un des remorqueurs que Davy utilisait pour la réparation. Les numéros 29, 30 et 31 sont construits ici, à Gaspé, au chantier maritime de Gaspé, localisé dans l'ancien hangar à hydravion de la marine et occupé auparavant par la Yacht Enterprise. Les 29, 30, 31, c'est la 8e série, parce qu'on a construit ça par
série de 3 ou de 4 à la fois, les Gaspésiennes. C'était beaucoup plus économique. Alors, celles qui ont été construites ici à Gaspé, c'était le 29-30-31, la 8e série. Gaspésienne est non évocateur, comme je disais tout à l'heure. Aussi, la Gaspésienne était dotée d'une cale à poisson compartimentée pour éviter le ripage, c'est-à-dire que la morue mouillée avec la glace qui fondait faisait un mélange assez glissant, puis il pouvait se glisser un peu partout à travers la coque, puis en se déplaçant, il pouvait causer le naufrage du bateau ou même mettre le bateau en péril. Donc, c'était une nouvelle installation pour les Gaspésiennes. Alors, tous les navires vont porter le nom de Gaspésienne. Et comment le nom de Gaspésienne est arrivé, c'est un peu à hasard. Dans la correspondance du chantier des Vies, on voit des noms anglais comme Longyer ou des choses comme ça. Mais M. Gourdeau, qui était le gérant à l'époque, dans sa correspondance, il dit la première Gaspésienne est livrée. Fait qu'il a utilisé le mot Gaspésienne, puis par la suite, on a continué à utiliser ce terme-là. Alors, il n'y aura pas de grandes complications. On va tous avoir un numéro qui va suivre le mot Gaspésienne. Très en gros, très visible à l'avant de chaque côté de l'étrave du bateau. Alors, les essais, ici, à la numéro 8, avant son départ à Lévis, on dit dans la correspondance que ça dure 1h30 à vrai, les essais devant Québec. Pour ça, on va composer un équipage et on va aller la livrer à son propriétaire en Gaspésie. Alors ici, on voit la Gaspésienne numéro 4 à son arrivée à Gaspé en 1956. Quand même un navire qui est élégant, qui est quand même une belle ligne, bien tonturée. Détail, on reviendra tout à l'heure, les boîtes à feu ici sont dans les haubans, typique un peu de la marine à voile. C'est un succès instantané, même s'il a fallu avoir certaines améliorations puis modifications en cours de route. Ça devient le navire de pêche le plus populaire du littoral maritime québécois. Pour 2 raisons évidentes. C'est que c'est des grandes qualités nautiques du bateau, puis ils ont un faible coût d'opération. Ça ne coûte pas très cher à opérer. Puis à partir des numéros 6, 7 et 8, on va agrandir un peu la cale qui va entraîner obligatoirement les modifications au poste d'équipage. On va réduire un peu plus le poste d'équipage en avant. Puis la surface de pont va être agrandie un petit peu. À 48 pieds carrés. 50 unités, mais pas de numéro 13. Vous savez comment est-ce que c'est superstitieux, le monde des navigateurs et de la marine? Hein? Non? C'est faux! Il y a eu le numéro 13. Non, c'est parce qu'on pense souvent qu'à cause que 50 unités, numéro 13, il n'y en a pas eu, mais non, c'est totalement faux. Mais par contre, le capitaine a eu des déboires un peu avec son bateau. On verra plus tard pourquoi. Alors que je dis comme ça en face, c'est une légende urbaine. À partir de cette génération-là, la 13e, justement, débute une nouvelle génération de Gaspésiennes en 1957, avec une timonerie qui va être relocalisée à l'avant. On se rend compte que c'est beaucoup plus avantageux de mettre la timonerie en avant que de la laisser en arrière. Puis, on va maintenant gréer les bateaux en ketch et non pas en goélette. Alors, le petit mât va devenir en arrière, puis le grand mât va être placé en avant, derrière la timonerie. Alors, on va redessiner le bateau avec la forme nouvelle. Alors, on voit qu'ici, maintenant, la timonerie est rendue en avant. L'arrière, la misaine est rendue là. Et on avait initialement prévu dans le plan de faire une voile ici de cap qu'on appelle le fisherman. Là. On voit en pointillé. Ça avait été proposé au ministère, mais ça n'a pas été adopté. En fait, ça n'a jamais été installé ni conçu par les maîtres voiliers. Alors là, on a une nouvelle génération avec un nouveau plan de voilure à partir de la numéro 13-14. À un moment donné, on a douté, on pensait que c'était plus la 15e, mais la correspondance dit qu'effectivement, c'est à partir de la 13 qu'on a commencé à faire cette nouvelle... vous remarquerez aussi que l'échappement, c'est pas très décoratif. Il va changer de place aussi. Alors, voilà, une nouvelle génération de Gaspésiennes prend vie à partir des 13, 14, 15, 16e bateaux, toujours avec la voile de cap en arrière qui... Alors, le désavantage de la timonerie en arrière, c'est qu'il y avait le bruit incessant du moteur, l'odeur du diesel, évidemment, hein, on est au-dessus du moteur, l'absence de chaleur à l'avant, les gars gelés en avant, puis la vue obstruée par les mâts et les haubans. Ça, c'est bien évident.
Les avantages maintenant de la timonerie en avant, c'est que ça règle tous les problèmes. Il y a une meilleure protection contre les vagues pour les travailleurs qui sont sur le pont, puis une meilleure communication entre le barreur et les pêcheurs. Hein. Le gars a juste à se retourner de bord, puis les pêcheurs sont derrière lui, alors c'est plus facile de communiquer avec eux. On voit bien ici, sur la 35, là, l'effet que ça donne avec les gars qui travaillent sur le pont puis la timonerie en avant. On va quand même conserver ici le roof pour donner de la hauteur en avant. Et à partir de ce moment-là, de 1 à 12, la timonerie va être placée en arrière et de 13 à 50, la timonerie va être placée à l'avant. Alors ici, un modèle de la nouvelle génération, on fait les essais dans le Baie-Saint-Louis à Québec, la numéro 27. Là, je pense qu'il y avait des représentants du ministère qui étaient là, qui ont fait les essais à ce moment-là. Et voilà la nouvelle génération de gaspésienne qui prend forme dorénavant. Sauf qu'on va quand même devoir adapter ces gaspésiennes-là parce qu'ici, la numéro 6 à Barachois, il faut qu'elle passe en tour du pont du chemin de fer. Alors, on va autoriser avec le ministère à couper le mât pour qu'il puisse passer en tour du... Alors, lui était initialement gréé en goélette, mais automatiquement, en coupant le grand mât, il devient un ketch, même si la cabine est située encore en arrière. Alors, ça lui donne une allure différente, mais là, lui n'a pas subi la transformation architecturale. Et bon, bien, c'est ça aussi. Maintenant, l'échappement va sortir à travers la coque ici, et non plus sous le capotin. Ici, c'est la 39 à Passepébiac. Répartition géographique, le gros des bateaux a été destiné plus dans des gens pour les pêcheurs de la Gaspésie et de la baie des Chaleurs. Anse à Beaufils ici. Ça, je pense que c'est le côté nord de la Gaspésie, si je ne me trompe pas. Sainte-Thérèse avec la numéro 26. Les barils qui servent de flotteurs, initialisés au nom du propriétaire, PL, Paul Lelièvre de Brèche-Manon. Sainte-Thérèse de Gaspé. On va avoir les siennes aussi. C'est intéressant, le document en couleur, on viendra tout à l'heure, vous remarquerez les deux types de couleurs. Je vais y revenir un peu plus tard. Ensuite, au Griffon, en 64. La 47 au fond, celle-là, je ne me souviens pas. Puis 2 générations de cordiers à Passepébiac, hein, avec la 40 et une barge de Gaspé à l'intérieur du Havre. Rimouski, en 1980, la numéro 50. Au Bic, la numéro 40. Puis j'ai fait un petit repérage de tout ça. Quand on a lancé les navires, là, il y en avait 25 en Gaspésie, 14 dans la baie des Chaleurs, 9 sur la Côte-Nord, 1 dans le Bas-Saint-Laurent, 1 aux îles de la Madeleine. C'est sûr que par la suite, les propriétaires ont racheté, revendu, alors la distribution n'a pas été la même, mais au départ, il y avait un peu ce genre de distribution géographique-là. Combien peut coûter une Gaspésienne? En 1955, ça coûtait 15 000 $. En 57, la 17, 18, 19, 20 a coûté 16 300 $. M. Sanson, à Lévis, consignait méticuleusement tous les coûts des boats puis de tout ce qui rentrait dans la construction du bateau. Alors, on a pu établir très facilement le coût de chacune des séries de bateaux qui ont été construits. En 58, on est rendu à 17 000 $. 59, le coût maintenant de la 44 était fixé à 17 600 $. Puis en 60, la numéro 50 coûtait 18 200 $. Ce qui est quand même pas si mal pour l'époque. Les améliorations constantes, la surface du grenaille va être réduite, surtout de la seconde génération de gaspésienne, avec la timonerie en avant. Le ballast va être porté de 1500 livres à même 2000 livres sur le numéro 6, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, le bateau est très rond, très flottant, puis ça, il faut qu'il soit quand même bien assis dans l'eau. La cale va être agrandie dans la deuxième série. Le numéro 6 aussi, le poste avant va s'en trouver affecté, évidemment.